Ladies and gentlemen, the President of the United States. Good evening, my fellow Americans. We now stand 10 years past the midpoint of a century that has witnessed 4 major wars among great nations. Until the latest of our world conflicts, the United States had no armaments industry. American makers of plowshares could, with time and as required, make swords as well. They fought the longest war in American history. They fought the longest war in American history. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. 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 19. The heaviest fighting of the past 2 weeks continued today, 25 miles northwest of Saigon. I wasn't really sure what was going on. 19. 19. Soldier typically served a 12-month tour of duty, but was exposed to hostile fire almost every day. 19. In Saigon, a U.S. military spokesman said today more than 700 enemy troops were killed last week in that sensitive border area. Throughout all of South Vietnam, the enemy lost a total of 2,689 soldiers. Because they got their heads blown off right next to you. And that's not supposed to affect you. I can never understand. What would scare me is if we were to send a group of 18-year-olds 12,000 miles away and subject them to a year of that obscenity and have them not be affected. That's what would frighten me. According to a Veterans Administration study, half of the Vietnam combat veterans suffer from what psychiatrists call post-traumatic stress disorder. Many vets complain of alienation, rage, or guilt. Some succumb to suicidal thoughts. 8 to 10 years after coming home, almost 800,000 men are still fighting the Vietnam War. Bonjour à tous. Bon, comme vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais vous parler du complexe militaro-industriel américain. Du moins, je vais vous en dire quelques mots. Bon, j'ai fait mes recherches sur la toile internet et j'ai trouvé les petits articles que j'ai compilés. Je vais vous les lire. Comme ça, vous saurez ce que c'est que ce complexe militaro-industriel. Quand il quitte la Maison-Blanche, chaque président américain adresse toujours un dernier discours aux Américains. C'est ce que vous venez d'entendre tout au début, mais bon, c'était en américain. Je vais vous divulguer le texte en français. Bon, une partie, quelques lignes. Mais celui de Dwight Eisenhower, en janvier 1961, était assez particulier dans le sens où il dénonçait le complexe militaro-industriel de son propre pays. Je vous lis les quelques lignes. Jusqu'au plus récent conflit mondial, les États-Unis n'avaient pas d'industrie d'armement. Les fabricants américains de socs de charrue pouvaient avec du temps et sur commande forger des épées. Mais désormais, nous ne pouvons plus risquer l'improvisation dans l'urgence en ce qui concerne notre défense nationale. Nous avons été obligés de créer une industrie d'armement permanente de grande échelle.
De plus, 3,5 millions d'hommes et de femmes sont directement impliqués dans la défense en tant qu'institution. Nous dépensons chaque année, rien que pour la sécurité militaire, une somme supérieure au revenu net de la totalité des sociétés américaines. Cette conjonction d'une immense institution militaire et d'une grande industrie de l'armement est nouvelle dans l'expérience américaine. Son influence totale économique, politique, spirituelle même est ressentie dans chaque ville, dans chaque parlement d'État et dans chaque bureau du gouvernement fédéral. Nous reconnaissons le besoin impératif de ce développement, mais nous ne devons pas manquer de comprendre ses graves implications. Notre travail, nos ressources, nos moyens d'existence sont impliqués, ainsi en va-t-il de la structure même de notre société. Dans les prises de décision de l'État, nous devons donc nous garder de toute influence injustifiée, qu'elle ait ou non été sollicitée, exercée par le complexe militaro-industriel. Le risque potentiel d'une désastreuse ascension d'un pouvoir illégitime existe et persistera. Nous ne devons jamais laisser le poids de ce complexe militaro-industriel mettre en danger nos libertés et nos processus démocratiques. Comme vous venez de l'entendre, là, l'écouter, dans ce discours d'adieu, le président Eisenhower était inquiet de la puissance montante de ce complexe militaro-industriel. Lui qui avait gouverné le pays en connaissait l'influence. Il savait très bien que cette industrie de l'armement deviendra tellement puissante qu'elle finira par imposer son diktat en inspirant la politique étrangère des États-Unis. Mais vous allez me poser cette question, c'est quoi en fait ce complexe militaro-industriel américain? La chute du communisme et du géant soviétique en 1980 allait priver pendant un certain temps le complexe militaro-industriel des États-Unis des dividendes qu'il tirait de sa folle course aux armements. Et pour combler le vide laissé par l'ennemi communiste, certaines élites américaines vont se mettre à réfléchir pour lui en substituer un autre. Et finalement, ils le trouveront le 11 septembre 2001 dans le fondamentalisme musulman que les États-Unis utiliseront jadis, du moins avaient utilisé jadis, à leur profit et à son insu en Afghanistan pour repousser le communisme soviétique. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, les soviétiques avaient envahi l'Afghanistan sur demande du président pour lui venir en aide contre une rébellion. Et les États-Unis, pour repousser ce communisme russe, avaient décidé de soutenir la rébellion dont faisait partie à cette époque Ben Laden, bien entendu. Le complexe militaro-industriel serait né en fait de la Grande Dépression des années 30, c'était la grande crise de 1929. Frances Perkin, ministère du Travail du président Roosevelt, relatait dans ses mémoires nous étions dans une situation terrifiante, les banques fermaient, la vie économique du pays a été pratiquement paralysée. Roosevelt tentera désespérément de mobiliser ses compatriotes pour remédier à cette catastrophe dans un discours prononcé en mai 1933. Faites quelque chose, si cela ne marche pas, faites autre chose. Et pour essayer de relever son économie, et l'économie du pays, Roosevelt mettra en œuvre le New Deal. Mais bon, ce plan sera jugé par les conservateurs white anglo-saxons protestantes, dit WASP, du business et de la communauté scientifique comme étant d'inspiration socialiste, voire communiste. Reprenons, donc ils vont le refuser indirectement, les gens du WASP. Je précise bien, WASP c'est White Anglo-Saxon Protestante, c'est un peu l'hégémonie de la race aryenne aux États-Unis. Reprenons l'idée du National Research Council, fondé en 1917 pour coordonner l'effort industriel de guerre. Deux de ses anciens membres, je parle du WASP, George Hall, astrophysicien, et Robert Millikan, physicien et président de l'Université de Chicago, vont mettre sur pied en Californie, dans les années 35-36, ce qui sera baptisé plus tard par le président Eisenhower de complexe militaro-industriel contre lequel il nous mettra en garde, il mettra surtout en garde l'Amérique dans son discours de fin de mandat prononcé le 17 janvier 1961. C'est un peu le petit extrait que vous avez entendu tout au début. L'activité du complexe se concentrera dès ses débuts essentiellement sur l'industrie aéronautique. Le complexe se formera progressivement sur la base d'initiatives capitalistes privées en rassemblant des scientifiques sponsorisés, bien entendu, par les plus grands milliardaires WASP. Comme j'ai dit, WASP, c'est bien White Anglo-Saxon Protestant. Et cela pour en faire l'entreprise de la science, du business et surtout de la mort. À travers le White Anglo-Saxon Protestant du WASP, c'est un peu l'hégémonie de la race blanche qui est exprimée. Oui, je pense que vous l'avez bien compris, c'est pas par hasard qu'ils sont appelés White. Une branche scientifique et expérimentale de cette industrie militaire sera finalement développée et mise en service dans la région de Los Angeles. C'est ainsi que naîtront et se développeront les principales compagnies comme Lockheed, McDonnell, Northrop, Douglas,
North American de Dutch Kelberger. Précisons tout de même que ce n'est pas vraiment cette hégémonie aryenne blanche contrôlant le complexe militaro-industriel qui va sauver l'Amérique de la Grande Dépression, mais c'est bien le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale qui donnera à son industrie un essor assez fulgurant tout en donnant du travail à des millions de chômeurs. Par exemple, entre 1941 et 1945, 303 000 avions seront construits pour l'armée US, alors que durant l'année 39, il n'en sera produit que 921. Vous voyez un peu la différence, là ça se chiffre en centaines de milliers. Du côté de l'emploi, la progression de ce complexe fut elle aussi assez incroyable et importante. En 1933, le secteur aéronautique utilisait 15 000 personnes. En 1940, l'effectif montera à 85 000 personnes pour arriver en 1943 à 4 millions d'employés dans ce secteur. Vous voyez, la guerre a contribué à l'essor de ce complexe militaro-industriel. Et en 1939, on comptait 9 millions de chômeurs aux États-Unis, soit 17% de la main-d'œuvre. On en comptait presque autant l'année suivante. L'arrivée de la guerre allait réduire considérablement ce taux de chômage. Et en 1942, le chômage était réduit presque à rien. Donc c'est grâce au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale que les États-Unis vont sortir de leur crise économique et du chômage qui les rongeait. La grande victoire de 1945 consacra de manière incontestable les États-Unis dans leur statut de superpuissance, comme nous le savons maintenant. Mais surtout, comme je viens de le dire, celui du complexe militaro-industriel comme décideur incontournable, qui est au service de l'oligarchie et de l'industrie capitaliste d'armement, en précisant tout de même. Il ne pouvait donc être question d'abandonner la production d'armement et de produits dérivés, d'autant qu'elle employait un pourcentage assez important de travailleurs. Sous peine de retomber dans les incertitudes des années d'avant-guerre. Donc ce complexe ne voulait surtout pas perdre de son pouvoir. Selon le président de Lockheed, il restait en 1948, écoutez bien, 16 grandes sociétés d'aéronautique. 13 d'entre elles auraient disparu si rien n'était entrepris dans un délai de 9 mois. Vous avez bien entendu. Nous étions en 1948. Et ce président de Lockheed précisait que 13 d'entre elles auraient disparu si rien n'était entrepris dans un délai de 9 mois. En effet, comme on précise, ce secteur d'activité qui était classé 43e en 1938 était passé à la première place pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1943. Et logiquement, en 1947, après la fin de la guerre, il retombait au 44e rang. Donc pour ce complexe, il devenait urgent de se trouver un nouvel ennemi. Et oui, pour relancer ces industries, ce complexe militaro-industriel se trouve assez rapidement des ennemis. Et là, vous avez une campagne médiatique qui sera lancée pour dénoncer l'imminence d'un danger soviétique sur fond de chasse aux sorcières, comme vous le savez, avec le macartisme et tout ça. Tout ce qui représentait le communisme était chassé aux États-Unis, arrêté, emprisonné, rendant absolument nécessaire une augmentation du budget militaire qui sera finalement adoptée par le Congrès. Oui, tout ça, c'est parti d'une campagne médiatique, et cette campagne médiatique, bien entendu, était contrôlée par le complexe militaro-industriel. Du moins, ces richissimes patrons possédaient des médias qui leur ont permis de développer cette campagne médiatique anti-communiste soviétique. La mise au point de la bombe atomique en 1949 par l'URSS justifiera cette mise en scène aussi, complétée par l'invasion de la Corée du Nord, la Corée du Nord qui a envahi le Sud en juin 1950. C'est surtout par l'invasion de la Corée du Sud par la Corée du Nord. Et comme nous le savons aussi, les soviétiques vont lancer leur premier petit satellite Sputnik dans l'espace. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui vont pousser le complexe militaro-industriel à se servir de ces médias pour booster son industrie et pousser le gouvernement américain à commander beaucoup plus d'armement. Ce qui va le relancer économiquement parlant. Pour que les Russes obtiennent les informations nécessaires pour la conception de leur première bombe atomique, il avait bien fallu qu'ils développent sur le territoire des États-Unis tout un réseau d'espionnage. Et vous remarquerez, c'est étrangement, la mise au point de la bombe atomique en 1949 par l'URSS justifiera cette surenchère sur la menace soviétique. Ce qui, bien entendu, permettra au complexe militaro-industriel américain de profiter de beaucoup plus de commandes de l'État. Je parle de l'État américain, parce que le complexe militaro-industriel, ce sont des sociétés privées
qui fabriquent de l'armement, et lorsque l'État américain a besoin d'armement, ben, il les commande et il les achète à ses industries privées. Oui, on croirait que ça appartient à l'État. Non, le complexe militaire industriel n'appartient pas à l'État. Ce sont en fait des sociétés privées qui fabriquent de l'armement et qui vendent ça à l'État. Et l'État achète cet armement avec l'argent du contribuable, hein, parce que le budget militaire qu'on alloue, il sert juste à acheter, commander des avions de chasse, des blindés, des navires. Et tout cet armement est construit par des sociétés privées, il ne faut pas l'oublier, ce ne sont pas des sociétés d'État. Ça, c'est un peu comme la banque fédérale. On croit toujours, les Américains pensent que c'est une banque fédérale, c'est-à-dire elle appartient à l'État. Non, non. La banque fédérale aux États-Unis, c'est une banque privée, il ne faut pas l'oublier. L'État n'a aucun droit dessus. C'est une banque privée comme toutes les autres banques privées. Donc, on a mis fédéral, c'est-à-dire ceux qui ont mis fédéral, c'est pour tromper l'opinion en public, hein, lui faire croire que c'était une banque d'État. Ben, le budget, suite à tout ça, le budget alloué à la défense ne cessera d'augmenter. Hein. Un budget militaire qui provient de l'argent des impôts, comme je viens de le dire, donc du contribuable. Hein, parce que quand les Russes ont fabriqué leur première bombe atomique, hein, la menace devenait assez importante. Donc le complexe militaire-industriel va en profiter pour commencer à concevoir beaucoup plus d'armement. Bah, les Américains paient pour un budget militaire afin de payer un complexe militaro-industriel qui optimise, manipule et mise sur les conflits extérieurs. Quand je dis mise, il en stimule beaucoup, comme vous allez le voir, du moins quand vous allez l'entendre par la suite. Et tout au long de la guerre froide, les États-Unis avaient systématiquement relancé la course aux armements en prétendant que l'Amérique souffrait de retard par rapport à l'Union soviétique. C'est amusant parce que quand vous allez en Union soviétique, c'est un pays qui n'était pas, je ne vais pas dire très très développé, mais il était beaucoup moins développé que les États-Unis. Hein. Quant à l'armement, c'est un peu la même chose. Hein. Les Américains avaient du matériel beaucoup plus sophistiqué. Hein. À l'époque, hein, parce qu'aujourd'hui ça a changé, parce que comme vous savez, l'URSS est devenu un pays capitaliste, donc maintenant l'argent commence à arriver pour pouvoir concevoir du matériel beaucoup plus sophistiqué. Hein. Donc les États-Unis, donc comme je viens de le dire, avaient systématiquement relancé la course aux armements, prétendant que l'Amérique souffrait d'un retard par rapport à cette Union soviétique. Qu'il s'agisse du nombre de missiles, de la puissance nucléaire ou de la sophistication des armements, hein, bah, les élites du complexe militaire-industriel se sont toujours arrangées à présenter cette URSS avec une légère avance qu'il fallait sans cesse rattraper. Ça me fait penser à l'armée irakienne. On l'a, comment dire, on nous l'a présenté comme étant la 3e ou 4e armée du monde. Hein. On a gonflé sa puissance, ça pour mieux la détruire. Hein. C'est exactement ce que les élites du complexe militaire-industriel ont fait pendant la guerre froide avec l'URSS. On nous l'a présenté comme une puissance très très développée qui devient de plus en plus menaçante. Alors que bon, ça prête à rire. Hein. Parce qu'à part l'armement, le budget de l'armée, c'est-à-dire le budget militaire, prenait à peu près plus de 40-50% du budget de l'État russe. Le reste, il était alloué aux civils, ce qui n'était pas beaucoup. Bah, ce mensonge avait entre autres réussi à s'imposer grâce à la complexité des médias américains et de leur relais en Europe, hein, qui n'ont jamais mis en doute ces fameuses estimations de la menace soviétique. Hein, parce que les médias européens ne faisaient que suivre les médias américains, qui eux sont au service de l'oligarchie et du complexe militaire-industriel. Hein. Bah, d'ailleurs, cette propagande médiatique avait été dénoncée par Herbert York, principal conseiller du président Eisenhower en matière de technologie militaire, qui déclarait en 1970 hein, nous avons constamment gardé le contrôle du rythme et de l'ampleur de la course aux armements. Pendant 30 ans, nos initiatives unilatérales et répétées en avaient inutilement accéléré l'escalade. Le complexe accorde une grande importance à ce brouillage médiatique. Il lui permet de camoufler l'incroyable gaspillage de ressources que constitue la course aux armements en présentant les États-Unis comme un pays à vocation pacifique, obligé d'assurer la paix par la force. Bon là je sais ça va faire sourire beaucoup de monde, hein, parce que maintenant vous savez que c'est pas un pays pacifique, hein, encore moins un pays démocratique, hein, c'est un, comment dire, les États-Unis c'est une oligarchie militaro-industrielle qui veut imposer son dictat économique à toute la planète par la puissance de ses armes. Hein. Faut pas dire que voilà, on peut pas dire que c'est une démocratie. D'ailleurs les Américains eux-mêmes le savent désormais, hein, puisque certains, vous avez des millions de gens qui ont perdu leur retraite, leur maison et leur travail. Quand je dis des millions, ça se chiffre à 60 millions. Hein. Vous voyez, le système américain, la démocratie américaine, elle n'est pas belle à voir. Hein. Sauf que nos médias, comme vous le savez, ne vont pas nous présenter ce côté obscur, hein,
du capitalisme, hein, parce que c'est le capitalisme qui fabrique toute cette misère, il ne faut pas l'oublier. Hein. Surtout le système économique qui est véhiculé dans ce capitalisme. Hein. Bah, durant les années de Ronald Reagan, c'est-à-dire 1981-88, hein, bah, la course aux armements reprendra de plus belle, prétextant une nouvelle fois que le retard des États-Unis par rapport à Moscou justifiait un nouvel arsenal hein, pour assurer sa sécurité nationale. C'est surtout à cette époque que Reagan parlait de la guerre des étoiles. Donc là, c'était bah, à cette époque, il parlait de la guerre des étoiles, mais il n'avait pas encore la technologie nécessaire. Hein. Quand je parle de la technologie nécessaire, je parle de la technologie officielle, hein, parce que officieusement, les Américains ont déjà fait beaucoup de découvertes scientifiques sur dans les black programmes. Ils ont été assez loin hein, dans certains de ces black programmes. Mais bon, là aussi, concernant la découverte des portes temporelles et tout ça, il faut comprendre que les présidents américains ne sont pas informés de toutes les découvertes qui ont été faites dans ces black programmes. Bon, par exemple, même pour ce qui s'agit de l'expérience de Philadelphie, vous avez les derniers présidents, vous leur en parlez, je crois qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Et comment dire, les recherches qui ont résulté de l'expérience de Philadelphie sur les voyages spatio-temporels, les voyages dans le temps, hein, ben, les présidents américains n'en savent pas grand-chose non plus. Hein. On a l'impression que vous avez une matrice, c'est-à-dire une puissance invisible qui a suggéré et qui a demandé à tous ces scientifiques de ne pas trop divulguer d'informations au président pour ne pas modifier l'histoire de l'humanité. Donc, il travaille sur ces black programmes tout en agissant dans le secret, mais il n'informe pas les présidents américains ou le gouvernement américain. D'ailleurs, même vous avez certains sénateurs veulent faire des enquêtes sur ce qui se passe réellement dans la zone 51. Donc vous avez beaucoup de sénateurs qui ne sont pas au courant. Ils ne savent même pas ce qu'il y a à l'intérieur de cette zone. Tout est classé secret. Comment dire, c'est des groupes, des associations, des groupes de militaires et de scientifiques qui gèrent toute cette activité secrète américaine. Le gouvernement et la présidence n'en ont pas vraiment conscience. Ils en auront conscience, je pense, que le jour où les extraterrestres commenceront à se manifester assez massivement. Ce qui n'est pas encore le cas, puisque comme je vous l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, les extraterrestres attendent le feu vert du grand monarque, hein, celui que vous appelez l'antéchrist, puisqu'ils savent que c'est lui qui va être le nouvel empereur de la planète. Donc, et ils vont se soumettre à son autorité temporairement. Bah, alors que les dirigeants soviétiques, pendant que Reagan lui lançait sa course aux armements, les dirigeants soviétiques de l'époque s'efforçaient d'obtenir un accord sur le désarmement. Parce que cette compétition à l'armement, avec un adversaire mieux armé, sur tous les plans, hein, y compris celui de la propagande, est en train de menacer leur propre stabilité en Russie. Parce que voilà, les Américains disent qu'ils sont en retard devant l'Union soviétique, alors qu'en réalité c'est l'Union soviétique qui était très très en retard devant la technologie américaine. Hein. C'est un peu c'est le comble de l'ironie ça. Hein. Mais comme vous voyez, hein, c'est le complexe militaire industriel qui fait croire cela pour faire tourner ces industries. Hein. Bah, l'effondrement de l'Union soviétique donnera un coup de frein momentanément aux dépenses militaires américaines. Bah, ce qui n'était pas fait pour arranger les affaires du complexe militaro-industriel, hein, comme je l'ai dit tout au début. Hein. L'Amérique n'ayant plus de réel adversaire militaire à sa mesure, hein, il fallait justifier la nouvelle escalade budgétaire. Hein. Bah, l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, qui avait été encouragée par l'ambassadrice des États-Unis en Irak, hein, bah, venait à point pour donner à ce complexe le moyen de jeter les bases de l'occupation stratégique de certains de ces pays du Golfe. Bah, April Glaspie, qui était l'ambassadrice des États-Unis en Irak, a déclaré lors de son entrevue avec Saddam Hussein, hein, le 25 juillet 1990, hein, bah, écoutez hein, ce qu'elle disait. Hein, nous espérons que vous serez en mesure de résoudre cette question par des voies que vous jugerez adéquates. Tout ce que nous espérons, c'est que cette affaire soit résolue au plus vite. Oui, là, c'est comme si elle donnait un feu vert à M. Saddam Hussein pour qu'il attaque le Koweït assez rapidement. Et oui. Manipulant ainsi les dirigeants de la région à leur guise, hein, les stratèges WASP, c'est-à-dire les élites blanches protestantes du complexe militaro-industriel, hein, bah, finiront par profiter de cette situation qu'ils ont eux-mêmes développée hein, et programmée, hein, pour vendre
leur stock d'armement qui était déjà démodé, hein, bien entendu, bah oui, aux monarchies arabes et aux républiques de la région. Oui, les Américains ne vont pas leur vendre les derniers missiles, ils vont leur vendre des vieux missiles, des vieilles armes, un peu comme les Russes font avec le monde arabe, hein. On ne leur vend pas les dernières technologies, mais les technologies qui datent de 10, 15, 20 ans, hein. Oui. Ces pays sont contents de les acheter parce que c'est de l'armement. Eux, c'est juste pour comment dire, maîtriser leur propre peuple, hein. Eux, ils achètent de l'armement, c'est pas pour faire la guerre aux pays voisins. C'est juste pour écraser toute révolte dans leur pays, hein. Bah oui. C'est des dirigeants qui adorent leur propre peuple, hein. Donc lorsque ce peuple se révolte, eh ben, ces dirigeants n'hésiteront pas à les massacrer. Comme ce fut le cas en Égypte, en Algérie, en Irak, en Syrie. Tous ces pays, vous voyez, ce sont les peuples qui se révoltent et bon, contre des régimes despotiques. Et après, comme on veut garder certains de ces régimes, puisqu'ils représentent une barrière laïque contre l'islamisme, on commence comment dire, à discréditer les rebelles en nous les présentant comme des fanatiques religieux islamistes venant de Daesh ou d'Al-Qaïda. Bah, dès cet instant, bah, ça y est, le mouvement révolutionnaire est complètement détruit, hein. Donc, dès cet instant, les régimes despotiques savent qu'en impliquant Daesh dans cette rébellion, bah, ils savent que nos démocraties vont leur venir en aide. Bah oui, c'est exactement ce qui s'est passé pour la Syrie. Bon, ainsi sur la période comprise entre janvier 90 et décembre 96, hein, le complexe aurait été coulé pour 120 milliards de dollars d'armement, vous vous rendez compte, en exportation. Ça pendant la première guerre du Golfe, hein. L'Arabie Saoudite en aurait été le premier importateur avec 47 milliards de dollars, soit 40% du total, hein. Oui, c'est incroyable, hein. Vous voyez où va l'argent. Là, ce sont là les bénéfices et les dividendes de la guerre du Golfe, avec en surprime l'installation de bases américaines dans beaucoup de ces pays, hein. Oui, vous l'aviez remarqué quand même. En deuxième et troisième position, on trouve Taïwan avec 10 milliards et le Koweït avec 8 milliards, hein. Ces trois pays qui ne représentent que 0,5 de la population mondiale, hein, 30 millions d'habitants à peu près, achètent 60% du total des exportations d'armement américains. Bah, viennent ensuite la Corée du Sud, la Turquie, Israël et l'Égypte, hein, qui eux totalisent 24 milliards. Bah, nous pouvons expliquer les colossales dépenses du Pentagone en matière d'armement et d'équipement. L'administration de Bush, elle, va tenter de justifier le niveau budgétaire par ces nouvelles menaces, en particulier les menaces liées au terrorisme et aux armes biologiques, hein. Puisque Bush était président pendant que les terroristes attaquaient le World Trade Center. Donc lui, il ne va pas se servir d'une menace communiste ou extérieure, il va se servir de la menace liée au fondamentalisme religieux et au terrorisme. Et là, le budget du Pentagone va connaître une progression spectaculaire, hein, de 290 milliards de dollars en 2000. Hein. Eh bien, écoutez bien, en 2001 et 2002, il est passé à 329 milliards, pour atteindre 384 milliards en 2004. Et bon, l'objectif du gouvernement américain est d'atteindre à peu près 500 milliards en 2010. Vous vous rendez compte de cette somme, hein? C'est incroyable, hein. Bon, je tiens à préciser quand même que certaines des données qui sont dans cette vidéo nous ont été données par l'avocat Khalifa Mayedine, hein, que vous retrouvez sur le site, je m'en souviens plus. Bah, dans une prochaine vidéo, je vais essayer de vous mettre le lien de ce site en dessous de ma vidéo dans les commentaires. Donc là, vous avez compris que la politique étrangère américaine est en fait influencée par ce complexe militaire-industriel, hein, qui, à chaque fois qu'il s'essouffle, ben, les États-Unis sont obligés de déclencher une nouvelle guerre pour le relancer, économiquement parlant. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.